bonsoir à tous. Merci de finir le week-end avec nous sur Monaco Info. Et au sommaire de ce dernier JT de la semaine, nous reviendrons sur les derniers résultats prometteurs des championnats des petits États d'Europe d'athlétisme au Stade Louis II. Le résumé dès le début de ce journal. Après les autres résultats sportifs du week-end, nous irons sur la place d'Armes qui, vous l'avez sans doute remarqué, a fait place nette pour accueillir bientôt la fan zone du Grand Prix. Les box du marché sont donc relocalisées à l'espace Léo Ferré. C'est une première, nous avons testé pour vous. L'Accor Ramoche fête ses 50 ans et c'est à Gênes que cet anniversaire a été célébré avec une exposition photo. Nous sommes allés la découvrir. Un autre anniversaire dans ce journal également, celui de l'association Entre Parents, un véritable réseau d'entraide qui mise tout sur les rencontres et le dialogue depuis 5 ans maintenant. Nous serons en ligne avec sa cofondatrice, Johanna Damar-Flores. Et puis nous finirons sur de l'électro. C'est la première édition du festival de musique Mona in Wonderland. C'était hier sous le chapiteau de Fontvieille et il y a eu beaucoup de monde. Plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous. Nous ouvrons donc ce journal avec la suite des championnats des petits États d'Europe d'athlétisme. La compétition avait lieu hier au Stade Louis II et s'est conclue avec des résultats plutôt encourageants pour la Fédération monégasque d'athlétisme à 1 an des Jeux des petits États d'Europe qui se dérouleront également à Monaco. Faisons le point avec Émilie Rousseau et Hugo Comasa sur place. Autrefois connus sous le nom de championnat des petits États d'Europe, les European Challenger Championships ont pris une nouvelle dimension au Stade Louis II samedi. 17 nations représentées, plus de 250 athlètes au rendez-vous et 26 disciplines au programme. Une belle journée d'athlétisme, notamment pour les sportifs monégasques qui avaient à cœur de défendre leur chance à la maison. À l'image de Jean Voloc, au saut à la perche qui a dominé le concours malgré une tendinite au bras. Il remporte l'or avec une barre à 5,27 m, sa meilleure performance de la saison. Très très bonne sensation, le stade comme à son habitude est top. C'était pas gagné, il y a eu encore un jeu d'impasse avec le chypriote qui me laisse pas tranquille, donc on a été malin et aujourd'hui on a été bon, on peut le dire, parce qu'on a remporté la médaille d'or. Jean Voloc ajoute une nouvelle médaille au compteur de Monaco qui avait remporté plus tôt dans la journée une médaille d'or sur 100 mètres haies et 2 médailles de bronze sur 400 mètres haies et 800 mètres. Un bilan plus que satisfaisant pour cette délégation malgré la déception pour le relais medley masculin qui aurait pu terminer sur le podium. Théo Andan a malheureusement été gêné lors du dernier passage. C'est un résultat inespéré. 4 médailles, c'est quelque chose qui est fabuleux pour nous. Le résultat sportif, nous, nos jeunes, ont prouvé qu'ils méritaient leur sélection. Et aux amis, copains dans les tribunes de voir ce que c'était. Le résultat sportif, clairement, est très très positif pour nous. Bilan positif également du côté de l'organisation. Si la Fédération monégasque d'athlétisme a l'habitude d'organiser chaque année le meeting Hercules, European Challenger Championships était un nouveau défi. C'est la première fois qu'on reçoit le championnat d'Europe des petits États. On nous avait mis un petit peu la pression pour à notre tour les accueillir. Et on est très heureux parce que c'est une des premières fois où ils sont très professionnalisés. On a une équipe fabuleuse à Monaco, on a un stade magnifique, on a des volontaires qui nous ont donné un coup de main et on a fait une très belle manifestation. On est très fiers puis ça nous fait une belle répétition pour l'année prochaine pour les Jeux des petits États. Donc c'était parfait. Une belle répétition donc avant l'année prochaine et les Jeux des petits États d'Europe. La 21e édition de cette compétition multisport aura lieu à Monaco du 17 au 23 mai 2027. Et nous serons bien sûr au rendez-vous pour ce grand moment de sport à Monaco. L'autre résultat sportif du week-end nous est parvenu il y a 1 heure en Fédéral 2. L'AS Monaco Rugby a encaissé une défaite aujourd'hui, 31-22 face à Avignon-le-Pontet dans le match aller des 8e de finale, crucial pour une possible accession en Fédéral 1. Le match retour est prévu dans 1 semaine au stade Prince Héréditaire Jacques. Avec 10 points d'écart, les Monégasques n'ont plus le droit à l'erreur. Et puis en basket, ce sera jour de demi-finale demain pour la Roca Team qui affrontera Nanterre sur le parquet de Gaston Médecin. Monaco fait figure de favori. Pour autant, est-ce que tout est déjà joué d'avance? Écoutez Thierry Tarpey au micro de Gaëtan Lebrun. Le clé pour moi, ça va être garder notre intensité sur défense et en attaque. Vraiment bouger le ballon. On a bien joué contre Bourg, deuxième match. Donc on va essayer à garder cet esprit mental et l'esprit de l'équipe. Les gars peuvent jouer un peu mieux quand ils savent qu'ils vont être sur le terrain, moi-même inclus. Donc
Oui, ça monte la fatigue un peu, mais en même temps, on peut garder le rythme un peu plus facilement. On s'entraîne pas trop longtemps, mais c'est intense et on fait toutes les choses qu'il fallait faire. Oui, ça donne un peu de confiance et beaucoup de bons rythmes et les bonnes habitudes. On a bien commencé l'année avec le Super Coupe et après l'US Cup et Coupe de France, donc ça va être encore génial à prendre le 4e cette saison. C'est toujours l'objectif, mais il faut qu'on prenne un match après l'autre et protège nos maisons. On referme cette page de sport avec les garçons de l'AS Monaco Volley qui évoluent quant à eux en National 2. Ils ont terminé la saison sur une défaite il y a une semaine, en 3-7-1 par Strasbourg, mais les Monégasques restent tout de même vice-champions de France. Comment ont-ils vécu cette saison et cette conclusion? Nous sommes en duplex avec Mathieu Moisy, le passeur de cette équipe. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous avez terminé sur une défaite, mais quel jeu durant toute cette saison? Vous n'êtes pas déçu, rassurez-moi. Tout à fait, effectivement, il y a un petit peu de frustration par rapport à la défaite en finale, mais on a parcouru une très très belle saison avec une équipe où on a des mecs en or dans cette équipe. On a vraiment vécu une super saison, donc on est quand même un petit peu déçus, mais content quand même du parcours. Et oui, vous restez vice-champion de France quand même, hein. Tout à fait, c'est bien ça, vice-champion de France. 2 défaites cette année, une en championnat régulier, une en finale, mais bon, elle arrive pas au bon moment la deuxième défaite. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Quel bilan est-ce que vous dressez de la saison en général? Est-ce que globalement les objectifs ont été atteints? Un super bilan, très positif. Comme je vous l'ai dit, on fait une défaite sur la saison régulière. On s'est éclaté, on avait un super groupe. L'objectif c'était de jouer le haut tableau. On a joué avec brio le haut tableau parce que il me semble qu'avant 3 matchs de la fin on était déjà premier. Donc franchement c'est une super saison et encore félicitations aux mecs. Vous, à titre personnel, vous n'êtes pas un ancien de l'équipe, hein. Vous êtes arrivé il y a tout juste 10 mois du Martigues Volleyball, club de Ligue B. C'est ça. Quelle équipe vous avez trouvé en arrivant à Monaco? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a beaucoup changé depuis? Non, elle n'a pas beaucoup changé justement. C'est ce qui est agréable aussi à Monaco, c'est qu'il y a un noyau dur d'anciens joueurs. Il y a eu, il me semble, 3 renforts cette année. Et l'équipe, moi c'était des amis avec qui j'ai joué depuis plus jeune, c'est aussi pour ça que je suis revenu. On avait un vrai projet sportif, un vrai projet humain, donc une super équipe et une super saison. Sur quels aspects il faudra se concentrer maintenant, techniquement parlant on va dire? Par rapport à alors, techniquement parlant c'est compliqué à dire parce que sur la finale on va dire il y a un joueur qui nous a vraiment surclassé en face. On n'a pas réussi à l'arrêter et on fait quand même une très belle saison. On a de très beaux joueurs, que ce soit physiquement ou techniquement. On va continuer forcément à travailler sur nos relations, sur des interconnexions qui vont nous permettre d'aller plus loin et de pouvoir fluidifier notre jeu pour les prochains Final Four et pour les Jeux des petits États l'année prochaine. Les filles se sont très bien débrouillées elles aussi, hein, en élite. Vous suivez leurs performances? Ah, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, les filles ont fait également une très belle saison. Très peu de défaites, elles ont réussi à être en play-off. Donc encore félicitations à elles. Et là, elles ont un projet aussi de vouloir monter dans la division supérieure. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite parce que ce serait vraiment un super projet pour Monaco. Alors, quelle est la suite pour vous maintenant? Est-ce que vous avez des projets personnels et puis pour l'équipe? Moi, pour l'instant, voilà, ça se passe très bien à Monaco, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. On a forcément les Jeux des petits États en vue. On a aussi le prochain Final Four qu'on aimerait bien refaire en refinissant premier de la poule. Et après, pour l'équipe, on a quelques renforts qui vont venir nous aider pour la phase de championnat, mais sinon, le noyau va rester le même, surtout pour la préparation des Jeux des petits États. Très bon bilan en tout cas pour la saison des garçons de l'ASM Volley, vice-champion en National 2 et puis pour celle des filles également. Bravo pour cette saison et bonne continuation à vous. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu Moisy. Merci Théo, très bonne soirée à vous. Dans le reste de l'actualité monégasque, nous voyons la principauté se métamorphoser de plus en plus à l'approche du Grand Prix de Formule 1 et certaines installations éphémères demandent de l'adaptation. C'est le cas par exemple sur la place d'Armes qui accueillera la fan zone du Grand Prix à partir de jeudi, obligeant de fait le marché de la Condamine à se relocaliser temporairement et pour la toute première fois à l'espace Léo Ferré. Qu'en pensent les maraîchers et les clients? Élément de réponse avec Émilie Rousseau et Thomas Deus.
Changement d'habitude pour les maraîchers et les clients du marché de la Condamine. Pendant la période du Grand Prix, c'est à l'espace Léo Ferré qu'ils se retrouvent pour poursuivre leur activité. Dans ces lieux qui accueillent habituellement des spectacles et des concerts, ce sont les fruits de saison, les légumes ou les produits régionaux qui s'exposent sur les étals. Pour le moment, ça se passe bien. Surtout avec les grosses chaleurs, on est bien. Il y a la clim, on est bien, la marchandise ne s'abîme pas. Et les clients, ils sont plus ou moins au rendez-vous. Je pense qu'ils vont arriver petit à petit. En quelques jours, on va récupérer la clientèle. C'est à plusieurs centaines de mètres de la place d'Armes que la clientèle retrouve désormais leurs maraîchers, leurs fleuristes et le magasin Solis Bio. Ça m'arrange très bien, parce que comme j'habite Fontvieille, c'est encore plus près. Mais sinon, c'est très agréable. Au moins, on a nos maraîchers habituels, tout, c'est sympathique. C'est pratique malgré tout, parce que on peut retrouver quand même quelques produits et quelques maraîchers. Et là, vu la situation par rapport, disons, au Grand Prix, on a quand même la chance de pouvoir continuer à faire notre marché. Si les lieux ont provisoirement changé, les services restent les mêmes, y compris le service de livraison à domicile. On prépare les commandes pour notre client à domicile. Pourquoi? En ce moment, nous sommes déplacés avec le stand et nous sommes en train de faire le bon service pour notre client pour rester en contact avec tout le monde. Malgré ce changement de décor, l'ambiance conviviale du marché est toujours au rendez-vous. Le marché de la Condamine retrouvera son emplacement initial à la mi-juin. Allez, prenons la direction de l'Italie à présent, à Gênes, capitale de la Ligurie, où s'est déroulé un anniversaire en photo. Sarah Incari était sur place avec Thomas Deus. Nous sommes à la gare maritime de Gênes. C'est ici que va s'ouvrir le 50e anniversaire de l'accord Ramoge, un accord pionnier entre la France, l'Italie et Monaco. C'est d'ailleurs le prince Régnier III qui en est à l'origine. Les festivités vont débuter avec l'inauguration d'une exposition. Je vous laisse la découvrir à travers ce reportage. L'union fait la force et Ramoge en est la preuve. Signé en 1976, cet accord intergouvernemental permet de protéger près de 23 000 km² de zones maritimes. C'est l'un des plus grands programmes de protection de la Méditerranée en Europe. Au mois de juillet, nous aurons l'occasion d'avoir une nouvelle campagne d'exploration Ramoge qui va s'intéresser aux canyons sous-marins et aux monts sous-marins de la Ligurie, avec notamment l'objectif de réaliser des inventaires des milieux profonds sur le bon état écologique, sur les pressions qui s'y exercent, pour pouvoir enfin formuler des mesures de gestion concrètes en vue de créer de nouvelles aires marines protégées ou d'étendre celles existantes afin de contribuer aux objectifs internationaux en la matière, notamment l'objectif 30-30. 30% d'aires marines protégées d'ici 2030, Ramoge est un modèle de coopération régionale qui fête cette année son demi-siècle d'existence. Les célébrations s'ouvrent avec cette exposition itinérante intitulée Ramoge, un accord pionnier depuis plus de 50 ans. L'accent est mis sur la signature dans la salle du trône du palais en 1976 et puis l'expo ensuite met l'accent sur le rôle fondamental du centre scientifique de Monaco qui a hébergé le secrétariat de l'accord pendant plusieurs décennies, sur les campagnes des années 80 à bord du navire Ramoge, le tournant fondamental du naufrage du pétrolier Even en 91 au large de Gênes qui a amené à la signature du plan Ramoge-Peul en 93. Et ensuite sur la révision de l'accord en 2003 et le lancement des grandes campagnes d'exploration des grands fonds depuis 2015 jusqu'à nos jours. Des photographies, des articles de presse et des infographies qui devraient être vues. Plus de 4 millions de personnes transitent par la gare maritime chaque année. Rappresenta un punto di incontro e di passaggio dove si incontrano culture, esperienze e quindi la scelta di questa location deriva proprio dal significato, anche perché la stazione marittima di Genova è una location storica che risale agli anni 30. Les 25 et 26 juin prochains, le prince Albert II et les autorités des 2 autres pays découvriront une exposition inspirée de celle-ci au ministère d'État. En complément, un exercice anti-pollution se tiendra dans les eaux monégasques et une conférence aura lieu au musée océanographique. Autre anniversaire, celui d'une association monégasque cette fois, Entre Parents, fête ses 5 ans. Fondée en 2021 pour apporter du soutien aux jeunes parents de Monaco et d'ailleurs dans leur quotidien. Comment se porte l'association aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons l'une de ses cofondatrices, Johanna Damar Flores. Bonsoir à vous.
Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous et bon anniversaire à l'association. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre initiative continuer à prospérer, voilà une demi-décennie maintenant? Écoutez, c'est quand même plutôt émouvant, à vrai dire. Et puis c'est vrai que pour nous, on a l'impression qu'on vient tout juste de démarrer et que finalement l'aventure entre parents commence à peine. S'il y avait encore quelques parents qui ne vous connaissaient pas parmi nos téléspectateurs, on les pardonne. Est-ce que vous pourriez leur rappeler vos missions? Comment pouvez-vous les aider? C'est vrai que les 5 ans du réseau Entre Parents, c'est aussi une belle étape pour revenir sur ce qui nous a guidés depuis le début. Donc en fait, Entre Parents est né d'un constat simple. Devenir parent, c'est une aventure aussi belle qu'intense. Et parfois, on peut se sentir un petit peu seul et pas forcément libre de parler de ce qu'on traverse. Et donc nous, on essaye de construire depuis 5 ans des lieux d'échange au travers de rencontres, d'ateliers, de conférences, d'événements un petit peu plus fun pour les familles. Un espace où les parents peuvent se rencontrer, se connecter entre eux, mais aussi aux professionnels, aux acteurs clés de la principauté, et ainsi créer un réseau d'entraide et de solidarité autour de la parentalité. Voilà, on voit à l'écran des images de votre soirée Maman va danser, organisée vendredi soir au Neptune Beach pour votre anniversaire. Quel bilan est-ce que vous dressez aujourd'hui de votre opération? Vous avez de bons retours? Effectivement, on a commencé cette aventure à 4. On a donné naissance à ce bébé projet à 4. Et vendredi, on a eu la joie immense de pouvoir célébrer ces 5 bougies entourées de plus de 120 femmes. Donc c'était vraiment beaucoup d'émotions et je pense que ça reflète vraiment bien ce qu'on a construit et à quoi ressemble le réseau aujourd'hui. Donc c'est un réseau très humain, très vibrant qui se nourrit de rencontres inspirantes et puis on croit beaucoup aux collaborations. Donc on remercie infiniment toutes les personnes qu'on a croisées et qui nous ont fait confiance et qui nous ont aidés à développer, à mettre en œuvre nos actions. L'association fête ses 5 ans, mais rappelons que le site internet et l'application mobile, eux, n'ont que 2 ans. Ça passe par là aussi, hein? Oui, effectivement, ce 5e anniversaire, c'est aussi l'opportunité de faire un peu une pause, de ralentir, de se remettre en question, de prendre du recul et d'analyser aussi tout ce qu'on a pu constater depuis ces 5 dernières années. Donc vous abordez les sujets de l'app et du site internet. Sachez qu'elles sont actuellement en pause, elles aussi. Nous sommes en train vraiment de les repenser pour les redévelopper et qu'elles soient au plus proche des besoins et des attentes de notre communauté. On lancera également à la rentrée un grand sondage des parents pour leur laisser la parole et qu'ils puissent raconter leur réalité sans filtre. Voilà, donc ça fait partie des prochains gros projets du réseau. Il y a également les travaux du comité de soutien à la parentalité qui sont toujours bien présents et qui nous permettent de rappeler à quel point il est important de soutenir la parentalité dans tous les domaines de la société. Nous avons également un projet ambitieux qui est la création d'un banc public, du premier banc public d'allaitement, Made in Monaco. On vous en parlera certainement plus tard. Et puis également, on développe nos formations. Donc on en a lancé une toute première qui s'appelle Formation Parentalité IRL, qui est une vraie petite pépite. C'est un atelier de 3 heures qui permet aux parents de se familiariser un petit peu plus à ce qui va se passer dans les premières semaines et les premiers mois avec un bébé. Donc elle s'adresse autant aux futurs parents, aux jeunes parents qu'aux professionnels. Elle est financée par les dons et les événements que nous organisons avec Entre Parents. Et nous allons aussi la déployer au niveau des entreprises très bientôt. Voilà, de très beaux projets à venir pour Entre Parents. On parle beaucoup de parentalité aujourd'hui, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. On voit même fleurir des conseils en tout genre sur Internet et les réseaux sociaux, parfois un peu curieux d'ailleurs, parfois curieux, parfois douteux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous portez sur l'évolution de la parentalité en général aujourd'hui? La parentalité, c'est toujours 1000 questions, donc ça n'a pas changé. On a pu aussi bien constater qu'il n'y a aucune méthode pour devenir parent. Et je pense que le secret est vraiment dans les liens d'entraide et de solidarité et le partage. Donc voilà, pour moi, la parentalité, c'est, comme je l'ai dit au tout début, très complexe
et intense et merveilleux à la fois. Et on est là pour créer une communauté locale qui accueille tous les parents et leur offre un espace pour parler de leur expérience, venir chercher aussi des informations fiables. Ça, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure aussi de professionnels compétents et leur permettre de s'épanouir dans cette merveilleuse aventure. Demain, le 1er juin, ce sera la journée mondiale des parents. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que vous aimeriez faire passer aux parents en général ou à ceux qui vous suivent ? Oui, tout à fait. Demain, c'est la journée mondiale des parents. Et on a choisi cette année de la célébrer autour d'une campagne intitulée « Parents, on vous voit et vous pouvez compter sur nous ». Donc le message est simple, c'est qu'on voit les parents, dans la rue, se balader, au restaurant, au supermarché, mais nous, le message qu'on souhaite leur faire passer, c'est qu'on les voit au-delà de leur rôle de parents. On les voit dans leur silence, dans leurs difficultés, dans tout l'amour qu'ils donnent à leurs enfants, à leur famille. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, que d'être parent, c'est du matin au soir, 24/7. Il n'y a pas de jour off. Et on est là pour eux. Et ils comptent vraiment pour nous. Voilà, le message est bien passé. Merci beaucoup, Johanna Damar-Flores, cofondatrice d'Entre Parents, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Et joyeux anniversaire à l'association. Merci beaucoup. Hier soir, l'église réformée de Monaco a résonné au son des plus grandes musiques de cinéma. C'était le thème de ce nouvel épisode des Concerts de la Voûte, qui a encore ravi le public monégasque, comme vous allez le voir dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Arnaud Imbert. Sous la direction artistique de David Lefebvre, cette soirée mettait à l'honneur les mélodies devenues mythiques de compositeurs qui ont marqué l'histoire du cinéma. Sur scène, le violon de David Lefebvre dialoguait avec le piano de Bruno Membré dans une interprétation des plus grandes bandes originales. Entre émotion, nostalgie et virtuosité, chaque morceau a replongé les spectateurs dans l'univers de films devenus cultes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie, vous avez raison, et on pourrait dire, en fait, c'est comme la littérature ou le cinéma, ou l'art, souvent est inspiré par l'amour. Et souvent, l'amour peut avoir des conséquences très heureuses et très, très joyeuses, tout comme, évidemment, elle peut être nostalgique. Et l'amour peut être nostalgique. Et donc, pas mal de musiques de films sont un peu tristes, mais magnifiques, tellement belles. Une parenthèse musicale pleine d'émotions qui a conquis le public monégasque. Autre salle, autre ambiance, mais toujours de la musique. Le chapiteau de Fontvieille a accueilli la première édition de Mona in Wonderland hier, un festival de musique électronique qui a réuni plusieurs milliers de personnes. Rien que ça, preuve du succès de cet événement. Sarah Nkari, Hugo Comaza et Thomas Deus n'ont rien manqué de la soirée. Waracles, Miss Monique, Anna et Garrison, ce sont les 4 têtes d'affiche de ce festival de musique électronique dont la toute première édition avait lieu hier. Et c'est le DJ local basé en Principauté qui s'est jeté à l'eau le premier. L'ambiance incroyable. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça sur une première partie. Les gens sont arrivés vraiment ultra tôt quand même et ultra réceptifs. J'ai joué quand même assez pointu, la mélodie, l'afro, un peu d'indie. Et j'ai terminé un peu plus calme, vraiment pour laisser la place à Waracles. Et les gens, ils étaient vraiment super énergiques. Vraiment. À l'origine de ce Mona in Wonderland, une agence d'événementiel avignonnaise, nous avons rencontré son directeur quelques heures avant le début de la fête. L'idée, elle est née en discutant avec les personnes qui s'occupent du chapiteau, Monte Carlo Festival. En discutant avec eux, on s'est aperçu qu'on pouvait créer ici, dans ce lieu qui est extraordinaire, un festival de dimension nationale et j'espère un jour internationale. Près de 3000 fêtards venus de Monaco ou d'ailleurs ont été plongés dans l'univers fantasmatique d'Alice au pays des merveilles,
version 2026. Séduit par la programmation qui se veut à la fois pointue et accessible. On passe un très très bon moment. C'est le premier festival à Monaco et je pense que ça va donner un peu de jeunesse à la principauté. Si vous l'avez manqué, sachez pour vous consoler que la soirée a vocation à revenir chaque année à cette même période entre le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco. Voilà, et c'est sur cette ambiance électrique que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour vos prévisions météo de demain. Ce lundi, ne manquez pas le nouvel épisode du podcast. Geneviève Berthier recevra Benjamin Banneret, l'entraîneur de tennis monégasque. Et à 19h, Fabien Bonilla vous accueillera pour un nouveau JT. Passez une très bonne soirée, une belle semaine à Monaco. À bientôt. Bonsoir à tous. La première journée du mois de juin s'annonce agréable en principauté avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Quelques faibles averses pourraient faire leur apparition, mais le soleil restera bien présent. Côté température, comptez 19 degrés au réveil et jusqu'à 24 dans l'après-midi. Un temps bien plus supportable que ce que nous avons connu ces derniers jours. Au calendrier, nous célébrerons demain la Saint-Justin et nous fêterons la journée mondiale des parents. Après la fête des mères aujourd'hui ce lundi, il n'y aura pas de jaloux. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et un bon début de semaine.